French Boss, le podcast des entrepreneurs voyageurs. Éric Gendry. Moi, ce qui m'intéresse le plus vraiment, c'est le développement produit et tout ce qui a trait à la création. Ça, c'est ce qui m'intéresse vraiment et c'est la chose que je faisais pas forcément avant. Donc c'est pour ça que ça m'a intéressé de le faire. Et malheureusement, ce que je vous décris là, c'est peut-être 10% du temps. Le reste du temps, vous faites des trucs qui sont pas forcément très intéressants, qui sont, c'est de la finance, c'est de la banque, c'est des négociations avec des clients, mais ça peut être aussi des négociations avec, par exemple, une levée de fonds. Moi, j'aime bien découvrir des trucs nouveaux, donc ça me dérange pas trop, mais c'est vrai que il y a quand même un certain nombre de tâches à faire de manière très très régulière, qui sont des choses où j'apprends plus rien, quoi. Où il faut le faire parce qu'il faut que quelqu'un le fasse, les achats, tout ce qui est la chaîne d'approvisionnement, tous ces trucs-là, c'est capital. Il faut savoir le faire très très bien, mais c'est pas ultra sexy à faire, quoi. Non, pour moi, ce qui est le plus sympa, c'est de voir franchement un produit qu'on a créé de A à Z, de le voir dans la salle de bain de quelqu'un que je ne connais pas. Ça, c'est quelque chose de très sympa. Et ce produit, il sera signé Uni Beauty, du nom de la société créée en novembre 2014 par l'homme qui est aujourd'hui l'invité de French Boss, Emmanuel Ray. Salut à tous, c'est un invité différent que nous accueillons aujourd'hui à notre micro, Emmanuel Ray, fondateur de la marque Uni Beauty, donc différent par un aspect tout d'abord de sa personnalité, sa prudence. Cette prudence qui est probablement à l'origine de son virage tardif vers l'entrepreneuriat à plus de 50 ans. Cette prudence qui le conduit aussi aujourd'hui à gérer son entreprise en limitant au maximum les charges salariales. Mais s'il n'était que cette prudence, peut-être Emmanuel Ray ne serait-il pas avec nous aujourd'hui. L'histoire qu'il va en effet nous raconter est avant tout celle d'un homme animé par de très fortes convictions. Dans le CV de Emmanuel Ray apparaissent les noms de plusieurs marques très connues, les barres chocolatées Mars, L'Oréal, Estée Lauder, d'autres encore, des enseignes qu'il a côtoyées au travers d'une évolution professionnelle qui a transformé l'ingénieur qu'il était en homme de marketing. Emmanuel a travaillé en Europe, en Amérique, en Afrique. Il a fait un tour du monde qu'il a conforté dans la culture du bien-être. Prof de yoga en Grèce. Et puis surtout une connivence absolue avec sa femme, australienne d'origine indienne. Ensemble, aux États-Unis, ils vont partager une observation qui va tout déclencher. L'être humain marque beaucoup de fidélité à une marque quand il s'agit de vêtements, mais pas du tout quand il s'agit de produits de beauté. Emmanuel Ray. On a décidé de faire une étude consommateur assez large sur 150 personnes pour essayer de déterminer ce qu'ils ne trouvaient pas dans les marques qui existaient sur le marché. On a conclu qu'il y avait trois besoins majeurs. Un, c'était de gagner du temps. Parce que pour beaucoup de gens, d'impliquer un mode de vie, de bien-être, si vous voulez, dans votre vie professionnelle ou votre vie familiale, ça prend quand même un certain temps. Donc toutes les stratégies pour gagner du temps étaient bienvenues. L'autre chose, c'était de restaurer la santé. Donc tout ce qui peut vous permettre de récupérer plus vite. Vous voyez, la gestion de la douleur, de respirer mieux, d'être plus souple, tout ça, c'était très intéressant pour ces gens-là. Et puis la troisième chose qui était très importante aussi, c'était de soulager le stress. Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on a rencontrés qui s'intéressent au bien-être. C'est aussi une façon pour eux de nous dire que le stress permanent dans leur vie commence à avoir un véritable impact sur leur santé. Donc, avec ça, on a commencé à penser à des produits qu'on pouvait imaginer, qui pourraient leur permettre d'aller plus loin, disons, et de les accompagner dans ce voyage dans le bien-être, on va dire. Bien sûr. Alors, on est en novembre 2014 maintenant, la création de Uni Beauty. Est-ce que Emmanuel Ray, à ce moment-là, il est certain d'avoir définitivement trouvé sa voie dans ce qui est la santé, ce qui est le yoga, tout ce qui est à mi-chemin entre l'esprit et le corps, oui, je dirais. Oui. Est-ce que à ce moment-là,
Emmanuel Ray, il sait qu'il a trouvé sa voie et c'est pour ça qu'il crée sa boîte. Vous savez, c'est vrai que d'un point de vue purement conscient, on va dire que il y avait la conjonction de plusieurs phénomènes. D'abord une passion personnelle. Moi, j'ai fait du sport depuis que je suis enfant, donc j'ai toujours été beaucoup impliqué dans tout ce qui est sport. Le yoga était une vraie découverte dans ma vie. Je dois dire, et ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui change beaucoup votre façon d'appréhender le monde. Alors donc il y avait ce côté, cette passion pour ça, il y avait ce savoir-faire, cette expérience que j'avais eue dans les produits de beauté, et le troisième facteur, c'est qu'à ce moment-là, en fait, on a lancé les produits à la fin 2016, hein, donc on a lancé la société en 2014, mais à ce moment-là, il y avait une vraie attirance des consommateurs pour ce genre de concept. Donc ça tombait vraiment bien, hein, quand vous pouvez coordonner votre passion, le marché et ce que vous savez faire, c'est évidemment un bon moment pour essayer. Mais j'étais pas sous l'illusion que ça allait être très facile. Je savais que ça serait très dur parce que je vois bien les chiffres. Hein, en France comme aux États-Unis, 90%, 50% des entreprises qui se créent arrêtent dans la première année. 90% des entreprises qui se créent arrêtent dans les 5 premières années. Et de nos jours, surtout aux États-Unis, où c'est beaucoup plus facile de créer des marques et des sociétés qu'avant. Hein, c'est beaucoup plus rapide. Évidemment, il y a une concurrence absolument énorme. Et par conséquent, effectivement, il y a beaucoup de gens qui rentrent et qui sortent de ce marché-là en permanence. Quand vous créez Uni Beauty, donc en 2014, même si vos premiers produits n'arriveront sur le marché qu'un an et demi plus tard, en fait, c'est un nouveau métier que vous allez être obligé de découvrir après ceux d'ingénieur, après ceux de commercial. Vous allez être un patron. Et comment? Alors, racontez-moi la phase de la création, justement, tout ce qu'insuffle un patron au moment de la création de son entreprise. Comment vous avez fait? Racontez-moi le souvenir que vous en gardez, Emmanuel. Donc d'abord, il a fallu mûrir l'idée quand même, mûrir l'idée, le concept, les produits, faire beaucoup de recherches. Mais alors, vous savez, ce qui est très particulier dans ma façon d'approcher les choses ici, c'est que en fait, j'ai pas d'usine, on n'a pas d'usine, j'ai pas d'employés. J'ai pas de bureau. C'est très particulier. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail par la suite. Mais donc, dans l'idée au départ, il y avait l'idée de faire quelque chose qui soit très très flexible et qui puisse s'adapter au cours du temps avec le succès ou pas, avec les opportunités, etc. Et donc en fait, une des premières choses, et alors il faut que je vous explique quelque chose très rapidement, c'est que comme moi je viens du milieu de marques comme Aveda, qui était à la pointe à la fin des années 70 à travers jusqu'à dans les années 2000, qui était à la pointe de tout ce qui se faisait en termes d'environnement. Hein, donc, en termes de packaging, en termes d'ingrédients, etc. Moi, j'ai baigné là-dedans pendant 10 ans. Donc, pour moi, tout ce qui est ce qu'on appelle la beauté naturelle, propre, durable, etc. C'est mon humus, si vous voulez, d'un point de vue. Donc, dès le départ, on est parti avec cette idée que ce qu'on voulait faire, c'est quelque chose dont les fondations étaient très très clean. Hein, très à base de plantes, etc., etc. Mais une autre chose que j'ai dû faire, c'est comme nous n'avons pas d'usine et j'avais pas les moyens de monter une usine, j'ai fait un audit, j'ai visité à peu près 35 usines ici aux États-Unis pour déterminer les gens avec qui on voulait travailler. Et en fait, donc on est arrivé à une shortlist et en fait, au bout d'un moment, on est tombé sur 2 usines principalement et le facteur décisif, c'était le fait qu'une marchait à l'énergie éolienne et l'autre marchait à l'énergie solaire. Et il se trouve que c'était des gens aussi qui étaient tout à fait sur la même longueur d'onde en termes d'être végan, d'utiliser que des plantes, très basées sur les huiles essentielles, etc. Sur tout ce qu'on appelle la beauté holistique, hein, qui correspond à tous les sens, etc. Donc, si vous voulez, l'idée du patron, hein, un peu à la française, où on dirige un groupe de gens, et moi j'ai adoré faire ça dans le monde industriel, hein, d'être un leader de personnes. J'ai vraiment adoré ça, mais en revanche là, en l'occurrence, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti de rien. Donc quand on part de rien, on doit effectivement à la fois trouver les talents, mais on peut pas forcément se payer les talents à temps plein.
Hein. Et puis il faut les exciter, il faut les intéresser, il faut les impliquer dans la mission que vous avez déterminée pour votre affaire. Donc c'était quelque chose, comme vous dites, de très très nouveau quoi pour moi. C'est pas comme si j'avais commencé une affaire avec déjà 20 millions de dollars devant moi en disant que j'aurais probablement structuré d'une manière classique. Mais là, en l'occurrence, il a fallu être assez débrouillard quand même. Vous allez me raconter maintenant la manière dont fonctionne Unibeauty au quotidien. Vous êtes en quelque sorte, alors je schématise, vous êtes en quelque sorte coloc quelque part. Tiens, petite question, on va revenir à votre activité actuelle après. Vous n'avez jamais songé ou vous n'aviez pas la possibilité peut-être de faire une levée de fonds au moment de la création de l'entreprise? Alors, c'est une question qui se pose au moment où je vous parle. Et la raison est la suivante, c'est-à-dire que moi je voulais, l'idée c'était de rester le plus longtemps possible pour essayer de valoriser l'affaire le plus possible. Évidemment c'est très intéressant de rester indépendant le plus longtemps possible et de garder l'intégralité du capital. Il y a aussi une raison plus, je dirais, stratégique et de positionnement, c'est que évidemment quand vous avez des investisseurs, ils vont vouloir forcément un petit peu influencer ce que vous voulez faire, et ça peut vous faire dérailler un petit peu au départ. Ça peut être une aide, c'est sûr, hein, pour beaucoup de gens c'est une aide, mais ça peut aussi vous faire dérailler un petit peu de votre voie. Et là, mais alors ce qui se passe, si vous voulez, c'est que maintenant on travaille avec des gros clients du type Target, etc. Donc avec des milliers de points de vente, et forcément en termes de besoin de fonds de roulement, si vous voulez, c'est complètement un autre monde, hein, parce que dans ce métier-là, vous créez et vous produisez les produits probablement entre 3, 4, 5 mois avant qu'ils soient vendus. Hein, et donc il faut payer tous les éléments de la chaîne, si vous voulez. Et donc d'un point de vue de la trésorerie, etc., c'est pas simple. La levée de fonds, c'est une question qui se pose maintenant. Ça fait 3 mois maintenant que je discute avec des gens à droite, à gauche, etc., pour voir si on arrive à trouver des synergies qui feraient que ça puisse intéresser tout le monde. Votre société, même si effectivement c'est une structure qui ne fait pas travailler des gens directement, elle fait vivre combien de personnes? Est-ce qu'on pourrait avoir quelques chiffres, Emmanuel, sur le quotidien de votre société aujourd'hui? Je dirais en termes de personnes directes, à peu près une douzaine. Indirectes, je peux pas vous dire parce que j'ai jamais compté. Mais effectivement, parce qu'on travaille avec des agences, un petit peu pour tous les corps de métier, si vous voulez. Soit on travaille avec des freelancers. Je sais pas comment on dit en français d'ailleurs. Des freelances. Des freelances. Ou alors des agences. Ou alors des usines, des labos, etc., etc. Alors donc tout cela, je peux pas vous dire parce que je connais même pas le nombre de gens qui y travaillent. Mais en termes de freelance, c'est à peu près une douzaine de personnes. Et alors, ce qui est très particulier ici, et c'est attaché à Los Angeles lui-même, c'est que, si vous voulez, ici, comme vous le savez sûrement, il y a des embouteillages tout le temps. Et au début, quand on a commencé, je me suis dit que c'était pas une bonne chose que les gens perdent autant de productivité dans leur voiture en restant 2 heures en voiture par jour pour aller, parce que les distances sont très grandes aussi à Los Angeles. Et il se trouve que à cause de ça, il y a quand même une culture ici du freelance qui est assez importante. Les gens sont équipés pour travailler de chez eux. Moi, je travaille complètement de chez moi. Hein. Là, on est dans ma maison. Et on est très, très habitué à travailler avec des outils à télédistance, etc. Alors, mon expérience maintenant me montre que c'est un bon modèle quand vous démarrez. Vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer des gens à plein temps, mais vous voulez avoir accès à des talents. C'est intéressant de pouvoir dire à quelqu'un qui habite de l'autre côté de la ville, moi je vais te donner du boulot pour 10 heures par semaine, on va dire. C'est quelqu'un de très haut niveau, donc vous avez beaucoup moins de tâches managériales à faire finalement, parce que c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Hein. C'est pas comme si vous deviez les former sur le spot. Hein. Et donc c'est pour nous ça a été vraiment un système qui est très 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 productif, et en plus c'est un bon moyen de tester les gens. Parce que effectivement, si ça marche pas, ça marche pas. Je veux dire, on arrête la relation assez vite. Alors que vous savez, quand on a recruté des gens, on s'attache aux gens, on vit avec eux de manière quotidienne. Donc c'est très différent d'un point de vue de la nature de la relation.
Et cette facilité qu'on a dans cette région à recourir à des gens freelance, des travailleurs freelance, est-ce que c'est un moteur de l'envie de créer sa boîte? On sait que ça va peut-être être plus facile parce que justement, il y a cette possibilité qui est offerte là à Los Angeles. Je pense que vous avez raison. Je n'ai pas posé la question à d'autres gens, je dois dire. Mais je pense que je suis assez sûr que vous avez raison parce qu'effectivement, c'est très flexible, c'est très rapide, c'est plus léger d'un point de vue des frais fixes. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps qui font que c'est plus facile de créer quelque chose. Il y a ce facteur-là, il y a tout ce qui est réseau